Aujourd'hui, le tunnel du Mont Blanc, dans sa configuration actuelle, est certainement un des tunnels les plus sûrs au monde. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais fait la route de la montagne. C'était très joli, mais ça prenait beaucoup de temps. Finalement, le trafic qui s'est établi petit à petit et année après année n'a pas véritablement changé les flux touristiques de la vallée. C'est plus une petite route, maintenant c'est une autoroute, c'est obligé. L'Italie, normal. Vous imaginez que 3 000 à 4 000 véhicules par jour, c'est énorme. Et c'est là que le combat a commencé, c'est-à-dire pratiquement une dizaine d'années avant l'incendie du tunnel. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Le Mont Blanc, c'est d'abord un mur, 4810 mètres qui séparent la France de l'Italie, la vallée de l'Arve du Val d'Aoste, Chamonix de sa voisine italienne Courmayeur. Tantôt allié protecteur, tantôt obstacle à abattre, le géant blanc est longtemps resté infranchissable. Pourtant, de tout temps, Italiens et Français ont cherché à savoir si la neige était plus blanche chez le voisin. Pour cela, 3 solutions. Passer par au-dessus, le contourner et enfin le traverser sous 3000 mètres de roches et de glace. Pour percer le tunnel et réaliser enfin cet exploit longtemps fantasmé, il aura fallu attendre les années 60 et les ambitions d'une Europe en construction. Quel regard porte-t-on aujourd'hui, 50 ans plus tard, sur ce qui fut à son ouverture le plus long tunnel du monde ? Benvenuti al traforo del Monte Bianco. Bienvenue au tunnel du Mont Blanc. Aujourd'hui, pour parcourir les 12 kilomètres souterrains qui séparent la France de l'Italie, il faut 15 minutes. 15 minutes qui ont quand même nécessité 150 ans de débats et 6 années de chantier. Tout cela valait bien une inauguration en grande pompe le 16 juillet 1965. C'est un fait technique exceptionnel que nous consacrons aujourd'hui. C'est aussi un fait économique d'une importance considérable, car le passage sous le Mont Blanc relie directement l'Italie du Nord et la Savoie française. À l'époque, le tunnel est vécu comme une chance de désenclavement, surtout côté italien. La petite église d'Entrèves, au pied de l'entrée du tunnel, porte aujourd'hui encore les stigmates de cette épopée qui a profondément marqué l'histoire de la vallée. Une histoire que Giuseppe Giobellina raconte dans son ouvrage consacré au percement du tunnel. La société italienne de transport d'eau, c'est ce que dit la plaque, c'est la société qui a construit le tunnel. La société italienne de transport d'eau et tout son personnel expriment sa dévotion profonde et sa reconnaissance à Notre-Dame de la Guérison, au terme du creusement du tunnel du Mont Blanc. C'est émouvant cette plaque, parce qu'elle montre que ces ouvriers, ces mineurs, étaient conscients d'achever une œuvre mémorable, historique, symbolique. Quand le percement s'achève en 1962, les images de la rencontre des mineurs au centre du tunnel font la une des journaux nationaux et la fierté des 2 régions frontalières. Pour eux, c'était quelque chose d'essentiel. Pour eux, c'était une chose très importante, surtout pour la vallée. Parce que leur liaison avec les vallées françaises, qui sont au-delà des massifs, c'est un lien historique, moral, humain, qui date de plusieurs siècles. Il professore. Une des interrogations, mais qui venait surtout des Français, c'était le risque qu'un certain tourisme abandonne les vallées françaises au profit des Italiennes.
La réalité a démontré le contraire, puisqu'à l'inverse, la vallée de Chamonix, touristiquement, s'est développée de manière importante. De l'autre côté, la renommée de Chamonix ne date pas de l'arrivée du tunnel. Sa proximité avec le Mont Blanc et l'aiguille du Midi ont fait dès le XIXe siècle la capitale européenne de l'alpinisme. Toute l'année, il se bouscule pour profiter des activités de montagne que propose la très chic station alpine. Alors forcément, on se réjouit plutôt en ville de ce raccourci vers l'Italie qui attire les touristes en transit. J'ai beaucoup de clients italiens. Tout du Val d'Aos, j'ai pas mal de clients, j'ai 30% de clients italiens. Ça amène quand même le monde. C'est un mal nécessaire. Bon. Autrement, il faudrait reprendre des chevaux. On irait moins vite. Voilà. Et Chamonix, de toute façon, c'est un point de visite obligatoire pour les gens qui sont de passage, ils viennent de Genève. Alors, donc le tunnel, Si, c'est intéressant parce que s'il fallait passer par le col du Saint-Bernard pour aller à Aoste, c'est pareil, donc c'est un gain de temps formidable. Michel Charlet a toujours vécu à Chamonix. Il se souvient de l'élan d'optimisme que le nouveau tunnel a apporté dans la région. On peut dire que le tunnel sous le Mont Blanc, ça a été pendant longtemps un plus important pour la vallée de Chamonix. L'enfant du pays. On était une vallée qui était totalement le bout du monde. On allait à Chamonix, on repartait, il n'y avait qu'une seule route. Et puis du jour au lendemain, on s'est retrouvé en bordure d'une autoroute qui passait par Chamonix pour aller sur l'Italie. Donc ça a totalement bouleversé la vie économique de Chamonix. On était une station de séjour, on est devenu une station de court séjour, voire de passage. Et ça a multiplié par 2, par 5, par 10 l'activité touristique. Et ça a monté en puissance comme ça, c'était bénéfique. Et puis un jour, on s'est aperçu que le bénéfice commençait à devenir un petit peu négatif. Le négatif, ce sont les camions. En 1995, le trafic poids lourd a déjà été multiplié par 15. Chaque jour, 3500 camions s'engouffrent dans la vallée et chauffent sur la petite route de montagne qui mène à l'entrée du tunnel. L'infrastructure des années 60 ne tient plus la route. J'ai toujours dit que le risque d'accident dans le tunnel sous le Mont Blanc, c'était bien sûr le fait que les camions montent de 400 mètres d'altitude à 1000 mètres, c'est-à-dire 600 mètres en un quart d'heure. Le fait de l'étroitesse du tunnel, la largeur du tunnel, c'est même pas une cage de foot, puisque c'est un sport à la mode aujourd'hui. Et puis, les camions étaient peut-être pas à la perfection d'aujourd'hui. Donc le risque d'accident a toujours été très très important. Le 24 mars 1999, l'histoire donnera tristement raison au maire de Chamonix. Autre accident spectaculaire en France, cette fois sous le tunnel du Mont Blanc, un camion s'est enflammé, provoquant un terrible incendie. Le préfet de Haute-Savoie vient de confirmer à l'instant que 4 personnes ont été tuées, dont un pompier, 10 autres blessés, alors que des personnes se sont retrouvées totalement prises au piège de la fumée. Plusieurs heures après le début de l'incendie, d'épaisses fumées se dégagent encore des bouches d'aération du tunnel du Mont Blanc. À l'intérieur, le poids lourd transportant de la farine et de la margarine se consume toujours. Il était environ 11 heures ce matin lorsque l'accident s'est produit. Les secours rapidement engagés à l'intérieur du tunnel se sont retrouvés piégés par des émanations toxiques. Nous avons environ une zone de 600 à 700 mètres où il y a une zone d'ombre, où on n'a pas pu pénétrer pour aller faire des reconnaissances. Il se peut, d'après les entrées que l'on a pu constater au péage et le dépouillement informatique, il se pourrait qu'on ait 1, 2, voire 3 véhicules. Mais c'est vraiment une incertitude. On ne pense pas quand même que derrière le camion, il y avait des véhicules. Ce que je veux affirmer ce soir, c'est que les dispositifs de sécurité qui ont été mis en place ces dernières années au tunnel du Mont Blanc ont certainement permis que nous passions aujourd'hui à côté d'une catastrophe majeure. Le premier bilan ce jour-là est très loin de la réalité. Après plus de 50 heures d'incendie, les pompiers ne peuvent que constater l'horreur. Autour du camion en feu, 24 poids lourds, 9 véhicules légers et une moto ont été pris au piège.
Le bilan définitif est de 39 morts. L'incendie du Mont Blanc devient drame national. Ce que je me souviens par contre, c'est avoir emprunté le tunnel, seul dans une voiture, 8 jours après l'incendie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lumière. C'était la désolation, il y avait les carcasses de camions. J'étais allé parce qu'il y avait une cérémonie religieuse de l'autre côté. Donc j'étais seul, j'ai pas croisé un seul véhicule ni à l'aller ni au retour puisqu'il était fermé. Et comme je voulais pas faire le tour pour aller à la cérémonie, exceptionnellement il m'a donné l'autorisation de traverser. C'était sinistre, je me rappelle encore aujourd'hui, c'était lugubre. Quand il y a un drame, c'est une succession de malfaçons. Malfaçons sur les comptages, malfaçons sur le problème du porte-secours, malfaçons sur l'interaction entre les Italiens et les Français. C'est une succession de malfaçons qui fait qu'il y a eu ce drame. En attendant le procès qui aura lieu en 2005, les familles des victimes s'organisent et vont réclamer des comptes à l'État concernant la gestion de la sécurité dans le tunnel. À leur tête, André Denis, qui a perdu 3 membres de sa famille dans l'accident. Personne dans les ministères ni à l'Élysée n'était intéressé par ces 39 victimes. Qu'est-ce que c'est que 39 victimes quand on voit le monde dans lequel on vit, c'est tous les jours, quoi. Bon. Le porte-parole des victimes. Si vous voulez, l'État est actionnaire, donc si vous voulez, à 80% dans cette affaire. L'État de Genève à 6 ou 7%, etc. Mais c'était une affaire totalement étatique, comme ça l'est encore maintenant d'ailleurs. Et donc, je pense que c'était quand même une affaire très gênante dans la mesure où tous les politiques savaient qu'il y avait une responsabilité pénale, en quelque sorte, si on peut dire, parce que pénale, c'est pas pénal du côté de l'État, mais une responsabilité excessivement grave dans les négligences qui étaient apportées dans la gestion du tunnel. Sur le banc des accusés, 2 sociétés se font face. La société concessionnaire française du Mont Blanc, la TMB, et son homologue italienne. Les 2 pays se renvoient la balle. Alors, évidemment, c'était compliqué. L'exploitation du tunnel, dès lors qu'elle était confiée à 2 sociétés séparées, c'était un peu compliqué. Quand on y repense aujourd'hui, c'était même très paradoxal. L'ancien patron du tunnel. Tous les équipements étaient pensés de manière nationale. Quand on a refait l'éclairage, chacun a fait son éclairage. Donc le tunnel n'était pas éclairé de la même manière du côté italien et du côté français. Les Italiens pensaient que leur éclairage était meilleur et les Français pensaient la même chose du leur. Et ce qui est paradoxal, c'est que les gouvernements qui vérifiaient, qui contrôlaient les sociétés, n'ont jamais soulevé ce problème, n'ont jamais imposé aux 2 sociétés de réaliser les mêmes équipements au même moment. La ventilation aussi a été refaite, mais de manière séparée, en France et en Italie, avec des dispositifs qui n'étaient pas les mêmes. C'est peu de dire que ça a joué un rôle le 24 mars 1999. Donc c'était une situation binaire que nous cherchions à gérer de la meilleure manière possible, mais c'était tout de même une situation où il y avait en réalité 2 tunnels, et à l'époque personne ne s'alarmait ou ne s'étonnait de cette dualité. Le tunnel rouvre finalement en 2002 et sa gestion est confiée à une structure européenne. Très vite, les usagers retrouvent leur routine. Bonjour, aller-retour s'il vous plaît. Je viens dans l'autoroute de Nice et je fais l'aller-retour environ tous les mois. Pour la famille, pour les enfants. Pour aller voir Pour voir les enfants. Qu'est-ce que vous pensez du tunnel? C'est pratique. C'est un peu cher, c'est pratique. C'est propre, ça roule, c'est fluide, c'est bien. 51,60. Et voilà les tickets du retour. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne route. 51 € l'aller-retour pour une voiture, 40 € pour une simple traversée.
ça fait cher le kilomètre. On est loin de la fraternité transalpine chère à De Gaulle. Le tunnel, on l'emprunte quand on en a vraiment besoin. Ce qui semble être le cas des poids lourds qui, malgré un aller-retour pouvant coûter jusqu'à 500 €, sont encore nombreux à emprunter le tunnel. 10 ans après sa réouverture, 1500 camions par jour traversent les Alpes par le Mont-Blanc. Alors aujourd'hui, notre trafic il est composé 2 tiers de véhicules de tourisme et 1 tiers de poids lourds pour le trafic commercial. Le directeur. Ça représente grosso modo 1,8 million de passages sur une année, donc 1,2 million de véhicules de tourisme et 600 000 poids lourds. En termes de poids lourds, sur l'ensemble de l'arc alpin, c'est 6% des passages de poids lourds quand on comptabilise l'ensemble des tunnels qui existent, Vintimille, Saint-Bernard, etc. C'est seulement 6% de trafic poids lourd qui emprunte le tunnel du Mont-Blanc aujourd'hui. Et si on rapproche le trafic poids lourd du couloir, ce qu'on appelle du couloir alpin entre le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel du Fréjus, la part de marché est à environ 45% pour le tunnel du Mont-Blanc et 55% pour le tunnel du Fréjus. Le péage nord est fermé, tu peux entrer. Pour accueillir tout ce beau monde, on peut dire que le tunnel du Mont-Blanc a mis le paquet. 300 millions d'euros pour un tunnel flambant neuf, à la pointe de la technologie. 120 caméras de surveillance contrôlent en permanence les accès du tunnel. Une équipe de 70 pompiers se relaie sur place tout au long de la journée dans les 3 centres de secours installés sur le site. Un système de détection de surchauffe des poids lourds quand ils arrivent au péage sert de barrière supplémentaire. Et si malgré ces précautions, un incendie venait à se déclarer à l'intérieur du tunnel, tout est prévu pour accueillir les passagers des véhicules immobilisés. Tous les 300 mètres environ, un abri hermétique est à leur disposition. Contrairement à l'ancien tunnel, ces abris sont reliés à une galerie indépendante, alimentée avec de l'air frais, qui permet de rejoindre à pied l'une des 2 sorties du tunnel en toute sécurité. Le tout testé 4 fois par an lors de grands exercices de simulation d'incendie pour former les équipes aux pires situations. Un poste d'intervention d'urgence a même été aménagé dans le tunnel, à quelques centaines de mètres de là où le camion de margarine avait pris feu en 1999. On est là au centre du tunnel. On a 2 moniteurs là qui nous font voir ce qui s'arrive dans le tunnel. Et en cas d'événement, ils vont nous dire où c'est le problème. On a la salle opérative qui va nous déclencher un message d'intervention et ils vont nous expliquer ce qui s'arrive pour nous préparer à ce qu'on va trouver dans le tunnel et pour intervenir le mieux et le plus rapidement possible. Et les chauffeurs routiers, alors, qui utilisent le tunnel plusieurs fois par mois, qu'en pensent-ils ? Depuis qu'il y a eu l'accident, tout a été refait aux normes pour que tout se passe bien au niveau sécurité. Je pense. J'ai jamais eu affaire à ce problème, mais maintenant on a des camions qui sont quand même bien équipés au niveau frein, ralentisseur, donc c'est pas vraiment dangereux. On touche même plus aux freins avec les ralentisseurs sur les camions. Les freins ne chauffent même plus, on n'y touche presque pas. Si tout le monde reconnaît aujourd'hui que le tunnel est plus sûr que jamais, certains continuent de lutter contre la présence des poids lourds dans la vallée. Il faut dire que la fermeture du tunnel leur a donné des idées. Durant ces 3 années, les habitants de Chamonix ont pu apprécier un paysage sans camions, celui des cartes postales en noir et blanc. Éric Fournier est devenu maire de la commune en 2007. Et pour lui, le tunnel n'est plus forcément nécessaire à son développement. Moi, je suis né l'année de l'inauguration du tunnel, en 1965. Je me rappelle que lorsque j'étais jeune, on emmenait les écoles primaires visiter la salle de commande du tunnel du Mont-Blanc. Et gamin, c'était une certaine fierté que de se dire que c'était l'ouvrage qui, à l'époque, était parmi les plus longs du monde. Le maire.
Les années qui ont suivi, avec l'explosion de la politique des transports et des tirs, a changé radicalement le paysage et la manière dont la population chamoniarde a vécu cette infrastructure. Je crois qu'après un premier traumatisme qui était déjà créé par l'axe choisi qui traverse véritablement son centre, la vallée, et qui, pour les villages traversés, a dû être déjà un premier traumatisme, s'est adjoint ensuite une seconde difficulté qui a été effectivement le problème environnemental créé par ce passage très important de trafic. Et nous en sommes toujours là. En fait, ce qu'on constate, c'est que ce tunnel, finalement, son âge est révélateur d'une certaine conception de la politique des transports. 1965, on ne faisait pas en Europe de tunnels dits de base, c'est-à-dire tunnels qui étaient rigoureusement très bas. On montait encore en altitude. Et là, on monte à 1100 mètres, 1200 mètres. C'est des altitudes qu'on ne retiendrait actuellement pas du tout pour créer des tunnels de liaison internationale, qui ne sont pas du tout en phase avec les préoccupations environnementales. Aujourd'hui, le combat des anti-camions s'est déplacé sur le registre de la qualité de l'air. Les habitants de la vallée de Chamonix vivent dans l'une des régions les plus polluées de France. L'air que les touristes viennent respirer à plein poumon serait aussi pur que celui de l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Selon les militants de l'association pour le respect du site du Mont-Blanc, pas de doute, c'est la faute de la route. Est-ce que c'est sérieux de faire monter des camions à 1250 mètres d'altitude pour franchir ça? Franchement, est-ce qu'on n'est pas en plein délire? Cette voie routière de 40 mètres d'emprise de large, qui n'était pas prévue au départ quand le tunnel du Mont-Blanc s'est construit, ça s'est développé, ça s'est agrandi. On a rogné sur les zones habitées, on a rogné sur la vallée, et on en arrive à ce phénomène en 2013 que la société autoroutière ATMB est contrainte de mettre en place un plan d'intégration environnementale. Voilà. Donc on fait le mal, puis ensuite on essaye de le réparer avec des bouts de chandelle à coût de 55 millions d'euros. Donc on aurait pu se contenter d'une petite route qui montait au tunnel pour des bus, pour des motos, pour des voitures, et puis évidemment pour desservir Chamonix. Mais là, c'est devenu la cavalcade. L'association de 1200 adhérents a participé à l'élaboration d'un plan de protection de l'atmosphère adopté en 2012 par la Haute-Savoie. Ces militants organisent régulièrement des marches citoyennes pour sensibiliser leurs voisins aux risques sanitaires auxquels ils s'exposent. Alors évidemment, sur le nombre de camions, sur leur passage, sur ce système de transport qui est aberrant, il n'y a pas vraiment de loi fixe. Sur la qualité de l'air, c'est très bien défini. Sur les PM10, les poussières en suspension, les poussières fines, la responsabilité est à 50% liée au chauffage l'hiver. Tout chauffage 50%. Tout chauffage confondu. Donc, on ne met pas tout sur le dos du transport, encore moins tout sur le dos des camions. On se base sur le diagnostic d'Air Rhône-Alpes, qui est sérieux, qui est en place depuis très longtemps. Pour le dioxyde d'azote, la responsabilité incombe au volet transport à hauteur de 82%. Or, quand je dis transport, c'est camions et voitures légères. Et bus. Et bus. Donc, quand on dit les camions ne polluent pas, on est de mauvaise foi et on est dans le déni. Nous, on dit ils polluent, ce ne sont pas les seuls, ils ont leur part de responsabilité, mais si on veut améliorer la qualité de l'air dans la vallée, on doit jouer sur l'ensemble des tableaux. L'objectif, c'est bien sûr disparition des camions, mais à condition, bien sûr, d'avoir un outil de remplacement. C'est pour ça que nous avons proposé, effectivement, que pour
éviter que les camions soient sur les itinéraires alpins, on fasse comme les Suisses, on les mette sur les trains. Les marchandises sur les trains, ça s'appelle le ferroutage. Les Suisses font ça depuis 20 ans pour traverser leur pays, leurs Alpes, parties alpines. Nous, on exige de la part de nos interlocuteurs que cette stratégie soit appliquée. La France aussi avait son projet de ferroutage transalpin, le futur Lyon-Turin. Promis aux populations locales à la réouverture du tunnel pour apaiser les esprits, le projet est toujours à l'étude aujourd'hui. En attendant le train, la société concessionnaire italienne a ravivé une idée ancienne, le doublement du tunnel du Mont Blanc, pour faire circuler les véhicules dans 2 tubes différents à sens unique. Et dans la vallée d'Aoste, personne ne s'offusque de ce nouveau percement qui risque d'intensifier encore le trafic. Il faut dire que l'Italie a réalisé ces 20 dernières années d'énormes travaux pour enterrer l'autoroute qui mène au tunnel, et du même coup, les critiques. Fabrizia Deriard, maire de la petite station thermale huppée de Courmayeur, est elle aussi née l'année d'ouverture du tunnel. Et selon elle, le doublement serait un bon moyen d'améliorer la vie des Valdôtains. Je ne vois pas le doublement du tunnel comme une possibilité d'augmenter les échanges et donc les passages. La maire italienne. Je vois ça comme la possibilité d'ajouter quelque chose qui s'améliore la communication et que d'autre côté, il permettra à Courmayeur de n'avoir plus les problèmes qu'on a dans des périodes très importantes comme le mois d'août ou dans les week-ends où il y a une queue ça va paralyser une partie de Courmayeur. Je crois qu'il peut être positif. Pour nous à Chamonix, et je pense pour de nombreuses collectivités, et même pour l'État français qui nous l'a confirmé, c'est un non-sens. C'est purement un non-sens, de manière générale, que de faire de nouveaux tunnels routiers pour le fret. Et puis alors, sur le plan local, c'est une aberration et c'est une déclaration de guerre pour nous. Le premier tunnel, le premier tube a déjà généré suffisamment de problèmes et de difficultés dans la vallée, et nous n'avons absolument pas, et ça je crois que c'est partagé par tous les habitants de la vallée, d'envie de supporter les nuisances liées à un accroissement de trafic. Le tunnel du Mont Blanc doit choisir entre 2 destins. Il peut rester fidèle à sa simple vocation de lien entre 2 peuples ou assumer ce qu'il est peu à peu devenu, un axe européen majeur du transport de marchandises. Aujourd'hui, tout comme à la création du tunnel, les intérêts de la France et de l'Italie sont divergents. Sont-ils pour autant inconciliables? Reste l'exploit qu'il représente et le rêve qu'il incarne, celui de l'homme qui a réussi à vaincre la montagne. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau.